Lorsqu'on visite Bretagne Atelier, effectivement, très vite, on nous demande où sont les personnes handicapées, parce que la première vision, c'est avant tout des gens qui sont en production, qui accomplissent ce qu'on attend d'elles, des fois dans des contraintes importantes, de délai, de qualité attendue par le client. Là, on travaille avec le PSA en synchrone. Donc on a un temps pour effectuer nos pièces. Toutes les 20 minutes, normalement, le chariot doit partir. Donc ici, c'est assez rapide. Depuis plus de 40 ans, il y a des entreprises et des grands comptes qui nous font confiance, aussi bien dans l'industrie que dans les métiers de service. Comme n'importe quelle entreprise, il nous faut être compétitif. Qualité, coût, délai sont les choses sur lesquelles nous nous engageons. On traite 10 tonnes de linge par jour. Alors ça, c'est de manière à ce que les plis ne soient pas marqués. Il ne faut pas se tromper dans la quantité de linge pour qu'on ne perde pas le client. On fait le montage-assemblage pour toute pièce pour Alstom, pour le TGV, la SNCF aussi. C'est un travail assez minutieux. Il vaut mieux être précis dès le départ. Moi, ça me plaît bien, parce que ça demande de la concentration. Je fais un travail de qualité, aussi bien que n'importe quelle personne normale. Aujourd'hui, en termes de coûts, nous savons décrocher des marchés, nous savons répondre en termes de logistique et de réactivité. On a aussi ces marchés qui fluctuent en termes de charges, donc on a essayé de développer la polyvalence pour qu'on soit en mesure d'assurer au quotidien le volume d'activité nécessaire. Il faut se donner la peine d'apprendre. Dès qu'il y a des formations, je les fais. Si je peux aussi réussir, c'est mon but. D'avancer, de dire je suis capable. On l'a réussi à faire prendre en compte par l'ensemble de nos salariés qui sont acteurs au quotidien de cette démarche de progrès, sachant que c'est comme ça qu'on va garder nos clients. Aujourd'hui, nous répondons aux besoins de nos clients et c'est bien sur le résultat que nous devons juger, pas sur les a priori. Voilà, le décor est planté, vous l'aurez apprécié. Moi j'ai bien apprécié, on l'a vu à plusieurs reprises, le geste énergique, l'artifice de montage qui par un geste énergique évacue très rapidement les a priori, les idées préconçues qu'on peut avoir sur le handicap. Merci Monsieur Lafranche de nous consacrer un petit bout de soirée pour donc nous parler de ce thème gestion et handicap. C'est vaste, ça nous concerne, ça a multiples facettes, facettes sociales, humaines, techniques, économiques, qui nous concernent tous sous un angle ou sous un autre, aujourd'hui ou demain. Donc on a décidé, on a pris plutôt le parti pris, plutôt qu'un exposé ex cathedra de Monsieur Lafranche. On a préparé en bureau du Dojec quelques questions
que je vais lui poser. On a pris un petit peu de retard, mais on a quand même, vous aurez largement le temps d'y répondre. Prenez votre temps, ne vous censurez pas, de toute façon c'est pas votre genre, donc on vous fait confiance. Et puis on se gardera un petit peu de temps, Jean-Yves, quand même, pour s'il y a quelques questions dans le public sur ce thème. Alors, avant de pénétrer dans cette entreprise Bretagne Atelier, que vous connaissez peut-être, qui n'est pas très très loin d'ici, près de la Genève, pour situer, avant de rentrer dans cette entreprise qui est singulière dans son personnel, qui a des modes de management qui sont très adaptés, c'est le cas de le dire, et originaux. On va quand même d'abord parler un petit peu de vous, si vous le permettez, pour vous présenter en quelques mots. Donc Daniel Lafranche est breton, père de 3 enfants. Il est gazard, ingénieur arts et métiers, titulaire en complément d'un 3e cycle de l'ICG, l'Institut de contrôle de gestion, en management. Vous avez occupé, avant d'intégrer donc Bretagne Atelier en 98, vous aviez 39 ans à l'époque, comme ça vous savez quel âge il a maintenant. Donc vous avez occupé différents postes de commerciaux et d'industriels dans des groupes importants. Donc 98, arrivé à Bretagne Atelier. 2000, vous êtes déjà promu directeur général adjoint. Et en 2004, donc, vous prenez la succession de Jean-Michel Keguiner, que certains ont connu peut-être, en qualité de directeur général de Bretagne Atelier, de cette entreprise, donc du secteur associatif. Un tel parcours n'est manifestement pas le fruit du hasard. On y devine le choix d'un réel engagement humaniste, plutôt qu'humanitaire, humaniste. 3 mots: engagement, humanisme, associatif, qui résonnent fortement aux oreilles d'un bon nombre de personnes qui sont dans l'auditoire ce soir. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre parcours personnel, donc, qui vous a conduit à piloter aujourd'hui Bretagne Atelier? Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Donc on va revenir sur sans tout reprendre l'historique bien sûr, mais déjà un peu ma première expérience professionnelle. C'est vrai qu'elle a duré une quinzaine d'années dans un groupe américain qui a beaucoup évolué. J'ai beaucoup appris, c'est une école de gestion, mais j'ai au bout de quelques années un mal-être, un malaise, où on ne sentait pas à la place de l'homme vraiment dans cette entreprise. J'ai eu la chance en fin de parcours professionnel dans ce grand groupe de faire une formation de management qui est rappelée ici. Et les outils qu'on apprend effectivement pour l'entreprise, on peut se les appliquer à soi-même. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de bouger. Et puis je voyais aussi comment étaient gérés les sujets dans l'entreprise d'un groupe américain. Et là, en recherchant de l'activité, reprise d'entreprise, nouveau poste pour prendre une direction générale, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Michel Keguiner. Et puis avec Jean-Michel, il y a une technique qui existe toujours d'ailleurs chez Bretagne Atelier. Quand on cherche à recruter un dirigeant, on va le faire rentrer dans l'entreprise et visiter tout simplement ce que fait l'entreprise. Et moi j'y ai vu en première approche une entreprise industrielle qui plus est dans l'automobile, donc pour un gazard ça parle. Quand vous n'êtes pas rentré en automobile, vous ne pouvez plus rentrer après, même si vous avez fait les arts et métiers. Par contre, 6 mois après que j'étais chez Bretagne Atelier, on me chassait. Ça, c'est la démarche des recruteurs, il faut laisser faire. Et donc, en visitant, très vite, moi, naturellement, on se rapproche des postes, on salue les personnes, on voit tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui a fait tilt dans l'œil averti de Jean-Michel Keguiner, c'est cette facilité d'aller au contact, que la personne soit pas handicapée. Moi, ce que je voyais avant tout, là encore, c'était des personnes qui produisaient, qui tenaient leur poste de travail sans aucun a priori quelconque, et que ce soit l'encadrement, etc. Donc quelque part, ça a été un des éléments déclencheurs aussi de ce parcours. Deuxième élément, c'est que je ne le savais pas, on a un peu échangé très vite sur l'avenir que pouvait être Bretagne Atelier, ce que j'en percevais après ces visites. Et Jean-Michel aussi, quelques années auparavant, avait fait l'ICG, et très vite, en jargon, en approche méthodologique, on s'est retrouvés, on a commencé à construire des choses dans cette phase de recrutement qui a fait que, effectivement, j'ai été retenu et on a fait un bout de chemin ensemble avec un deal très clair. C'est pareil, c'est de se dire, tu rentres chez nous, mais 2 ans. Il donne 2 ans pour vraiment se décontaminer d'une vision industrielle, quelle qu'elle soit, s'approprier vraiment l'outil Bretagne Atelier, avec aussi toutes ces particularités avec
parce qu'on dépend aussi de l'État pour partie, donc faire appel, on a le financement, on rend des comptes à notre organisme de tutelle, et puis de l'autre côté, on a notre mission sociale, sociétale, et puis derrière des clients, parce que c'est une réelle entreprise, quoi. Donc ces 2 années se sont très bien passées, et effectivement un souhait de collaborer plus avant, et puis ce qu'avait imaginé Jean-Michel, c'est ensuite de lui succéder. C'est ce que j'ai fait effectivement en 2004. Alors la petite anecdote que je vous livrais ce soir, qu'on a découvert, lui et moi, mais je sais pas, plusieurs mois, même plusieurs années après, en recreusant, parce qu'il aimait bien toujours aller, il aime toujours aller au fond des choses, Jean-Michel, c'est de se dire, mais pourquoi, comment cette facilité à aller au contact, aller vers le handicap, pas de différence comme ça. Et en creusant, c'est vrai que j'ai recherché, et c'est vrai que là j'ai fait un lien que j'avais absolument pas fait, bien sûr, dans les phases de recrutement, c'est que j'avais une tante qui était infirmière, sœur de son état, qui intervenait dans un IME, et pour aller la voir, il fallait aller dans les IME. Donc toute ma jeunesse, plusieurs fois par an, j'allais la voir, et je côtoyais du coup des enfants handicapés, et je les côtoyais en plus des fois, ce qui était dur, pendant les périodes de congés scolaires, ce qui veut dire que même pendant les vacances scolaires, ces enfants ne retournaient pas, pour la totalité, mais certains ne retournaient pas dans leur famille. Et je pense que ça, je l'ai emmagasiné, je l'ai ancré chez moi, et c'est resté quoi, très marquant en voyant là la chance que je pouvais avoir d'un parcours scolaire d'une part classique, et puis surtout d'être en cellule familiale en permanence. Merci. Et un parcours qui est loin d'être terminé. Et je crois que jusqu'à intégrer cette période d'intégration Bretagne Atelier, vous aviez été relativement peu confronté à la question du handicap et métier, enfin pas plus que dans n'importe quelle autre entreprise. En plus, ce n'était pas la préoccupation des fonds de pension américains et de l'entreprise américaine. Bon, moi ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé de visiter des entreprises. On avait quelques sous-traitances dans des entreprises adaptées, parce que là, j'étais pas très loin, j'étais à Nantes, et on sous-traitait sur Angers, mais alors là encore, bon, aucune difficulté, ça m'est arrivé de visiter, de confier de l'activité à ces entreprises, et je les voyais avant tout comme des entreprises. Alors, sur le contexte et le mot handicap, sans faire d'angélisme d'un point de vue strictement matériel, pour les gestionnaires de nos établissements, ils sont nombreux ici, assez spontanément, le mot handicap, il résonne, il rime plutôt avec contrainte, coût, on a plutôt des aspects un petit peu négatifs qui arrivent en tête. Il suffit par exemple quand on parle de la question des AVS, quand on parle de l'accessibilité, des nouvelles contraintes dans ce domaine-là. Donc le mot handicap, le contexte handicap est souvent connoté pour nous, gestionnaires, assez négativement. Il apparaît qu'avec Bretagne Atelier, lui, le mot handicap rime avec succès, plutôt. Pourtant, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Comment réussissez-vous cette adéquation? Déjà, effectivement, le handicap, pour ceux qui ne l'ont pas côtoyé, qui ne l'ont pas approché, on se raccroche. Ça dérange, donc on se raccroche au symbole national. Donc là, on va voir le fauteuil. C'est 5% de la population handicapée en France. Après, on va se raccrocher à un film, on a vu, trisomie, et puis très vite on dit, handicap, entre autres quand on parle travail, ça ne va pas être possible, quoi. Chez Bretagne Atelier, on a complètement changé les choses, c'est-à-dire que nous, on va avoir une personne qui est en recherche d'emploi, on l'écoute, c'est la première démarche d'entretien, et on voit ce qu'elle a envie de faire, et surtout ce qu'elle peut faire, en imaginant après des postes de travail. Et on y voit de la richesse, c'est tout. On voit quelqu'un qui a envie de s'accomplir. Et comme toute autre personne, elle a eu souvent des freins, des parcours de vie chaotiques, mais peu importe. Pour nous, c'est la richesse, c'est chercher de la diversité. On vient nous visiter, on vient rechercher des fois des méthodologies d'accueil des personnes handicapées, mais souvent c'est des entreprises aussi qui ont de la difficulté à travers la diversité en général dans l'entreprise, et de travailler sur ce champ-là, ça va les aider aussi, ça on le rend compte. Autre élément, souvent on se dit le handicap,
Il y a des naissances, là encore, c'est des tabous, ce qui prouve qu'il faut y être très attentif. C'est que 15% uniquement de la population aujourd'hui handicapée en France, elle est de naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le handicap peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est un handicap de vie, c'est un handicap lié à un accident de travail, c'est malheureusement une maladie. Et tout ça, effectivement, change complètement le regard quand on commence à intégrer ces problématiques-là. Et quand, là encore, je le redis, on ne les a pas côtoyées, bah, c'est un frein. C'est le frein à la différence, c'est le frein au monde que je ne connais pas, et si je peux, j'évite. C'est pas du tout l'intérêt. Alors, on vous a montré un film de 4 minutes à peu près, qui est une petite synthèse rapide hein, sur Bretagne Atelier. En 2010, il y a eu sur France 5 un documentaire de Carole Tresca, un film de près d'1 heure, hein, 52 minutes. Si vous avez eu l'occasion de le voir sur Internet, il y a des extraits, il est assez intéressant. Et il y a un collaborateur, un de vos cadres, hein, Monsieur Toussaint, qui évoque la difficulté au départ du handicap, qui est souvent un phénomène un peu cumulatif hein, chez les gens. Et ça se termine par du très, très positif. Et alors, je me permets de le citer parce que... Donc voilà ce qu'il dit au départ. Hein. Beaucoup de personnes qui arrivent chez nous, Bretagne Atelier, souvent ont un passé plutôt noir. Car le handicap n'est bien souvent pas que physique, il est souvent social, pour des gens qui n'ont eu que des refus. Échec scolaire, échec familial, pas de travail, rejet du monde du travail. Enfin, souvent, il y a ce phénomène de cumul. Et vous, votre philosophie, c'est de leur donner la chance d'avoir un emploi. Et il termine sa courte intervention sur cette phrase qui m'a beaucoup plu. Alors, il ne faut pas regarder le handicap comme une difficulté, mais comme une richesse. C'est-à-dire qu'on inverse complètement le raisonnement. Une richesse, avec la volonté de se battre, l'envie de bien faire, l'envie de vivre. C'est une belle leçon. Et c'est ce que vous voyez chez les gens que vous employez. Donc voilà, comment passer d'une vision effectivement connotée très négativement à cette notion de richesse. Il y a quelques mois, 2 mois, l'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine s'est vu proposer par son directeur diocésain 4 orientations nouvelles pour guider son action dans les prochaines années. Parmi elles, la 3e concerne, je la cite, l'accueil et la scolarisation de chaque élève dans sa singularité, ses talents, ses fragilités. Je crois savoir que chez Bretagne Atelier, vous ne nous avez pas attendus pour accueillir chaque personne dans sa singularité, ses talents, ses fragilités. Pouvez-vous nous dire comment, pratiquement? Effectivement, on a au cours de ces 40 ans, parce que ça fait pratiquement 40 ans que maintenant que Bretagne Atelier existe, et on a retravaillé avec un certain nombre de collègues sur comment mieux encore réussir notre métier. On s'apercevait qu'on accueillait les personnes, on proposait des postes, on faisait un entretien, la personne était motivée, elle avait envie d'aller sur ce poste par exemple de montage mécanique ou d'aller en logistique, et tout de suite on la mettait très vite dans l'emploi avec tout l'accompagnement, la formation au poste nécessaire. Et des fois, c'est un échec. C'est vrai que quand on s'adresse à des personnes qui ont été, je dirais, dans leur parcours en échec successif, des fois déjà dans le système scolaire, exclus, plusieurs tentatives en milieu de travail classique, échec successif, quand ils arrivent chez nous, je dirais, c'est peut-être la dernière chance de travail dit en entreprise. Et on s'est dit, on a une lourde responsabilité si on a l'échec. Et c'est clair que si on la met au poste, pour peu que c'est un poste comme on a aujourd'hui, dans le site qui travaille avec PSA, un site de 7000 m², où il y a une pression, une attente qualité, un délai, il y a des pièces, elles partent on a 40 minutes pour les réaliser avant qu'elles soient montées sur la voiture. Même si on y met toute l'attention qu'on veut, etc., la personne, on a toutes les chances qu'à midi, elle parte, quoi. Donc on s'est dit, là, il faut qu'on revoie les choses différemment. Et donc on a construit, au fil des années, en s'inspirant d'outils aussi, on a toujours été... très apprenant, en regardant ce que font un peu les autres aussi, en partant un peu des méthodes des habilités. On a inversé un petit peu là encore le processus, on s'est dit, bon, on fera toujours cet entretien avec notre psychologue du travail pour voir vraiment s'il y a adéquation de ce qu'on peut offrir, l'attente de la personne dans son projet professionnel. Mais tout de suite derrière, on va lui faire passer après des tests pas pour dire on prend pas,
des tests pour voir les aptitudes naturelles. On a tous des choses qu'on va arriver à faire mieux que d'autres. Donc, il y a des personnes qui vont avoir de l'habileté manuelle pour visser, monter, etc. D'autres en cliqueter, donc ça sera plus du câblage. D'autres à mémoriser. Et là, on pourra peut-être envisager d'aller vers des postes de logistique. Alors, ces petits tests, en plus, on les a outillés, bien évidemment. On y a mis un simple aussi document, le plus clair possible, le plus simple possible. On va déjà voir, nous, les freins à la lecture. Au-delà de la lecture, la compréhension. La personne, si elle n'a pas compris, est-ce qu'elle fait quand même ou est-ce qu'elle pose des questions? Toutes ces petites choses, là encore, c'est pas pour dire ça va être rédhibitoire, non, c'est pour s'enrichir, de voir où en est la personne, et la recherche immédiate, c'est de remettre la personne en confiance. Donc après ces tests, du coup, on va peut-être se dire, là, c'est plutôt un poste de montage mécanique, on va la mettre en situation, là encore, en dehors de l'outil de production, dans un centre de formation, avec des postes similaires, où là, la personne va prendre le temps de découvrir ses consignes, découvrir les consignes qualité, sécurité, mais elle va apprendre à monter, démonter, respecter un mode opératoire. Et ça ne dure pas très longtemps, c'est la première semaine dans ces phases d'évaluation de milieu de travail qui sont d'ailleurs prévues par l'État pour des gens en recherche d'emploi. Et donc là, on va déjà acter un premier niveau. Et quand ce niveau est franchi, là, on peut commencer à aller dans l'atelier parce que la personne va retrouver un poste similaire, elle va déjà avoir franchi cette première barrière, cette première remise en confiance, et là, il va falloir apprendre à travailler avec des collègues, à voir après le rythme, etc. Mais ça sera dans un deuxième temps. Et là, en faisant ça, on a gagné, c'est énorme pour nous, plus de 20% de taux de succès de mise à l'emploi et surtout de maintien dans l'emploi dans l'entreprise. On est passé de 60 à 80% de réussite, et je peux vous dire que c'est énorme par rapport à ces gens qui ont eu des parcours, comme le rappelait Gérard dans les citations faisait, très durs, très difficiles, au-delà du handicap. Quand on n'a pas l'emploi, ça devient souvent la précarité, donc les problèmes sociaux se rajoutent. Et c'est vrai que de leur offrir un emploi, quand on visite, vous avez vu quelques images de nos salariés, parce que là il y a deux structures qui étaient présentées dans le petit film d'EDF. Vous voyez des gens souriants, heureux d'être sur leur poste de travail, et qui donnent tous les jours le maximum pour satisfaire le client. Alors vous insistez beaucoup sur cet accompagnement très très individualisé de chacune des personnes que vous intégrez, que vous suivez. C'est très exigeant pour votre encadrement parce qu'au-delà de son expertise technique, vos cadres, ils n'étaient pas forcément formatés pour se retrouver un jour avec des ateliers de personnes handicapées. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont accompagnés dans leur formation et dans leur approche. Ce qu'on cherche aujourd'hui, effectivement, quand on embauche, que ce soit des cadres dirigeants, des responsables et surtout des gens d'atelier, ce n'est pas des spécialistes du handicap, ce sont des professionnels, et qu'on ne vient pas par hasard chez Bretagne Atelier et on essaye de le sentir justement par rapport à ces premières visites qu'on fait dans l'entreprise ou autre, c'est une fibre sociale, quoi. Et après, c'est une grande satisfaction, c'est en tous les cas mon cas, mais c'est le cas de tous les collègues, de descendre dans l'atelier, de voir ces gens, je le redis, heureux, en situation de travail, de progrès, et ils se sont accomplis. C'était la vocation de Bretagne Atelier, dès son origine, dès en 1975, quand ça a été créé, c'était de remettre à l'emploi des gens qui, à l'époque, mendiaient dans la rue. Effectivement, dans ce temps-là, c'était essentiellement les personnes handicapées, ça a changé depuis, ce ne sont pas que, mais à l'époque, c'était ça. Et donc, le challenge, c'était de se dire, ces gens, si on leur fait confiance, si on les accompagne, si on adapte les process, les postes, elles peuvent, bien sûr, occuper pleinement des postes de travail, du coup avoir un salaire, s'assumer, comme tout à chacun, et s'épanouir, quoi. C'était le challenge, et ce challenge, il continue maintenant depuis 40 ans. Actuellement, donc, c'est à peu près 600 personnes, votre entreprise, et j'ai lu quelque part, il y aurait 2600 personnes, parce que le but, c'est aussi de faire en sorte qu'un certain nombre se reconvertissent ou partent dans le secteur normal, on va dire ça comme ça, économique, ordinaire, enfin c'est toujours délicat d'utiliser comme valide, on va dire. 2600 personnes qui sont passées plus ou moins longtemps par Bretagne Atelier.
Effectivement, il y a des gens qui ont fait une partie de leur parcours professionnel au sein de Bretagne Atelier, qui ont quitté, qui sont l'entreprise dite classique, si on peut s'exprimer ainsi, effectivement. Il y a des gens qu'on accueille, on est entreprise d'accueil, on fait du stage en entreprise, de l'évaluation en milieu de travail pour des collègues, entre ESA, d'autres entreprises adaptées, Pôle emploi, etc., qui vient demander des évaluations des personnes aussi qui ont eu un parcours chaotique, qui cherchent et essayent de savoir qu'est-ce qu'elles peuvent, ce qu'elles ont envie encore de faire. Donc c'est toutes ces personnes qui sont comptabilisées effectivement, qui viennent se rajouter aux effectifs permanents de l'entreprise, mais qu'on accueille bien volontiers. On a eu aussi des périodes plus fastes d'activité, on a embauché pour suivre notamment notre premier donneur d'ordre qui était PSA Peugeot Citroën. Donc on offrait à ce moment-là que des contrats en durée déterminée, mais ça permettait aussi de redonner un tremplin à ces personnes pour qu'elles puissent rebondir. Et on espère pour beaucoup aujourd'hui qu'elles soient dans l'emploi dans l'entreprise classique. Aujourd'hui, chez Bretagne Atelier, il y a un mot un peu emblématique, cristal. Donc, cette lettre que vous allez nous décliner, hein, c'est une modalité managériale particulière, avec des mots qui ressortent, le mot pyramide inversée, le mot village qui est aussi au cœur du discours et de l'organisation. Est-ce qu'en quelques mots, donc, vous pouvez nous décrire ce mode de management cristal? Je vais essayer de faire court parce qu'on pourrait y passer la soirée. On est beaucoup visité aujourd'hui, y compris par les grands groupes. Et si aujourd'hui on travaille pour PSA, on redit, mais Alstom, SNCF, Airbus, c'est grâce à cet outil qui aujourd'hui démontre, quand on traverse l'entreprise, une entreprise industrielle très performante. Et cet outil, on l'utilise même quand on se diversifie hors industrie, quand on va vers le secteur tertiaire, on y retrouve la même performance, le même engagement, la même motivation autour du client. Un petit peu d'historique, comment est né Cristal, avant d'expliquer un petit peu ce que c'est, et ça peut rassurer dans le monde que nous vivons actuellement. C'était en 95, mais je n'étais pas encore dans l'entreprise, et là, choc à l'époque, certains s'en rappellent peut-être dans la région, l'usine Citroën, à l'époque, a chômé 40 jours. En 2013, on a chômé 83. Oui, mais pour nous, en 95, pour l'entreprise, 40 jours, quand on dépend 98% du client, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Et là, l'encadrement d'époque, sous la houlette de Jean-Michel Quéliner, c'est dit qu'est-ce qu'il faut faire, et ce qu'on doit mettre en œuvre pour que, dans 10 ans, Bretagne Atelier soit encore là. Et là, les cadres ont cogité de tout ce qu'on a pu voir, entre autres dans le secteur automobile, bien sûr, dans les visites d'entreprise, et notamment un cadre a eu la chance aussi, c'était l'époque où on accompagnait Sanden, réfléchissait sur son implantation en Bretagne, et il y avait une mission qui était allée au Japon. Et le cadre qui a visité des usines japonaises, l'usine Sanden, a bien sûr vu les outils qu'on utilisait déjà beaucoup en France et dans d'autres pays, mais il y a vu aussi une autre façon d'aborder le management. Déjà à l'époque, c'était la culture de l'emploi à vie au Japon, et bien sûr de mettre, et ça faisait résonance à Bretagne Atelier, vraiment l'homme au cœur du dispositif et de s'appuyer sur les hommes. Donc là, la synthèse a été claire, c'est de se dire, si on veut être là dans 10 ans, il faut qu'on soit une des meilleures entreprises industrielles de l'Ouest en termes de qualité, de délai. On viendra chez nous si on est capable d'assurer ça. Et là, il y a un projet d'entreprise, et comme vous savez, tout projet d'entreprise, il faut lui donner un nom. Et ce qui est venu à l'époque, c'était Cristal. Et quand on décline ces lettres, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ben, le C, c'était la convivialité. Les gens s'est dit, si on conduit un projet, il n'y a pas de raison que ça se passe sous la contrainte, etc. Et tout, ça peut se passer autour d'une table, on prend un café, on échange déjà entre collègues, et puis après on déroule un petit peu le processus Cristal, cette méthodologie pour résoudre des problèmes entre autres. Après c'était le R, la rigueur. Bretagne Atelier avait été certifié dans le passé, on l'est de nouveau depuis 1998, certifié ISO 9001, donc pas question de faire n'importe quoi par rapport à l'ordre d'ordre. Donc il faut quand même respecter ces organisations-là, il faut aussi respecter la méthodologie Cristal, il y a un contenu quand même, bien sûr, arrêté.
Le I, c'est l'implication. Et là, ça paye tous les jours. Quand vous donnez la capacité aux opérateurs, au terrain, de faire les choses, vous avez derrière des gens très, très impliqués. Après, c'est le S. Le S, c'est la simplification. Là encore, quand vous donnez la possibilité aux opérateurs de modifier leur poste de travail, de l'organiser, d'imaginer des solutions face à des difficultés qu'ils rencontrent, ils vont faire des choses très simples, très basiques. En l'occurrence, si je peux en parler, en tant qu'ingénieur, on va tout de suite peut-être aller chercher quelque chose d'assez complexe et tout. Et puis d'ailleurs, quand on descend ce procédé dans l'atelier, on a le résultat, c'est que les gens vont commencer par le critiquer avant de commencer à l'utiliser. Là, comme les choses viennent d'eux, ils vont l'utiliser, même si ce n'est pas optimum, et ils vont après trouver la solution pour l'optimiser. Et quand en plus on s'adresse à une population handicapée qui sait mieux qu'elle comment aménager dans le détail son poste. Ce n'est pas les personnes qui en sont éloignées, qui les côtoient quelques heures par jour dans le bureau d'études, qui vont pouvoir trouver la bonne solution. Donc derrière, il y a le T, ça c'était aussi quelque chose qu'on avait retenu, c'est que nous on est une association, pas question de distribuer comme à l'époque les cercles de qualité, enfin toutes les boîtes à idées, suggestions, où on voyait des usines à gaz dans les usines pour distribuer une petite prime, alors que derrière, l'idée venait même pas de la personne qui l'avait déposée, ça ne débouchait sur rien. Là c'était de se dire, on est en période difficile, on va s'en sortir tous ensemble, pour peu qu'on croit à la finalité, et les gens déjà, on leur a donné conscience qu'elles travaillaient pour elles, pour avoir un poste de travail, et elles avaient en tête que demain, ça serait pour les autres, et comme on est dans un système associatif, tout ce qu'on va gagner aujourd'hui, et bien sûr sert, et ça a toujours été le cas, réinvesti dans la structure, aucun fonds ne peut sortir, quoi. Le A, c'est l'amélioration, on est dans un monde de compétition, il faut aller chercher la performance, tout ce qui peut être gagné est gagné pour l'entreprise, pour le client. Et le L, c'était la longévité. C'est-à-dire, on cherche un outil qui va pérenniser l'ensemble. Donc, quand on additionne tout ça et quand on le met en œuvre, on va faire ce que utilisent beaucoup aujourd'hui, qu'on entend rabâcher dans certaines entreprises, encore une méthode de plus, le lean management. Nous, c'était de se dire, là, non, c'est vraiment les hommes qui font, avec les outils qu'on a simplifiés, qu'on a mis à leur portée. Il y a des fondamentaux, effectivement, qu'on a beaucoup appris dans l'automobile, et on a beaucoup appris en présence de PSA des autres, mais ça ne reste que des outils. Et après, les gens, il faut les accompagner, sortir le bon outil face au bon problème, et ils vont eux-mêmes trouver les solutions pertinentes. C'est eux qui sont au quotidien du poste, c'est eux qui vont trouver la bonne solution. Et ces outils, que ce soit même de la résolution de problèmes, qualité, s'il y a un incident avec PSA, ben c'est même l'opérateur qui va dérouler l'outil et qui va même aller le présenter chez PSA. Et quand on fait ça, les gens vont pas hésiter à dire peut-être dans l'analyse des causes, ben, peut-être que j'ai parlé avec mon collègue. Et c'est quand on n'hésite pas à poser les vrais problèmes qu'on trouve les bonnes solutions, et surtout quand on fait confiance aux gens, quand on les responsabilise, on arrive à ce niveau d'excellence. Et c'est pour ça qu'on a mis cette pyramide inversée chez nous. On s'est dit qui est en face le client, qui fait la qualité de délai au quotidien, c'est l'opérateur. Et dans notre jargon, nous, toute la structure, qui est donc inversée, elle est en soutien. C'est le principe de la pyramide inversée. Elle va venir accompagner, soutenir les équipes sur le terrain pour, si elles ont besoin, pour valider aussi, bien sûr, les propositions de modification de poste de travail ou de process qu'elles auront imaginé. Mais c'est elles qui font. C'est ce qui, aujourd'hui, quand on visite, on a un atelier, je dis attention, ça fait maintenant pratiquement 20 ans. Pour être honnête, vraiment toute l'entreprise couverte, c'est plus récent. Mais toute l'entreprise est organisée comme ça, cristal. Effectivement, village, ben là encore, on a banni tous les termes anglo-saxons, toutes les difficultés pour nos opérateurs. Village, ça leur parlait, ils savent ce que c'est. C'est une unité de lieu. Derrière, ça regroupe tous les habitants. Hein, mais dans un village, il y a un maire, il y a l'église qui donne le sens. Donc tout ça, on l'a remis, le sens, c'est l'emploi. Et ce qui a, je dirais, sauvé l'entreprise, et qui va encore la sauver aujourd'hui dans ces périodes difficiles, c'est cette orientation, cette conviction qu'ils auront un poste de travail si le client est satisfait. Et c'est ce qui plaît beaucoup aussi quand les gens nous visitent, quand ils voient le mot client. C'est-à-dire tout de suite, et c'est écrit avec leurs mots, toute
toute la dynamique, toute l'animation de Cristal, et bien surtout toute une méthodologie très visuelle qui parle beaucoup à nos salariés, l'organisation au quotidien de Cristal. Il y a beaucoup d'indicateurs, mais il y a aussi beaucoup de zones qui sont remplies de façon manuscrite. C'est eux qui mettent leurs mots. Et vous verrez partout le client apparaît. Et c'est ce qui aujourd'hui fait notre force. Une année comme 2013, 83 jours de chômage, vous êtes un peu inquiet sur la qualité qu'on allait pouvoir assurer à notre client avec des phases d'arrêt, redémarrage, etc. Et c'était notre meilleure année. On a fait 3 ppm, ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on a fait 3 pièces réputées mauvaises par million de pièces livrées, alors qu'on fait de la diversité pour ce client, on fait du câblage, de l'assemblage mécanique, électrique, on prépare des pavillons, etc. Bon, quand on donne ces chiffres dans l'industrie, je peux vous dire que ça parle très très vite et très très fort. Voilà, c'est la méthode Cristal. Alors pour ceux qui n'ont pas pris de notes, j'ai vu que le président a tout noté, donc c'est la méthode Cristal, prochainement à l'hydrogène. Donc, alors convivialité, rigueur, implication, simplicité, tous ensemble, amélioration et longévité. Cristal. Pour finir mes questions, peut-être avant de passer la parole au public, il faut qu'on fasse le lien quand même avec le monde de l'éducation et l'école, puisque, alors vous, Monsieur Lafranche, donc vous embauchez des personnes en situation de handicap, qui pour une certaine proportion vivent ce handicap depuis l'enfance. Elles ont bénéficié ou non, ces personnes, d'un dispositif éducatif. Vous les voyez, vous, dans l'entreprise, vous les voyez parfois confrontés en difficulté avec l'offre de formation que vous pouvez leur faire. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans la mise en œuvre de la loi 2005. Alors, quel est votre regard sur l'école? Comment devrait-elle évoluer? Quelles sont vos attentes, en particulier vis-à-vis d'un réseau comme le nôtre, celui de l'enseignement catholique? Parce que moi j'ai perçu, enfin je n'ai pas été le seul par rapport à ça, que la novation de la loi de 2005, le gros plus, on a mis à vite 2 axes. Le premier, bien sûr, c'est d'élever le plus possible et d'assurer le maintien dans le système scolaire classique pour 2 raisons. D'une part, pour effectivement avoir des jeunes et puis des moins jeunes ensuite formés, qui arrivent avec des connaissances et des compétences, parce qu'aujourd'hui c'est une grosse difficulté. On est rendu à 432 000 personnes reconnues handicapées en France qui cherchent un emploi. La progression est toujours 2 fois plus rapide, c'est-à-dire que s'il y a 10% de chômeurs, il y a 20% dans la population handicapée. C'est dramatique, mais c'est systématiquement. Et 70 à 75% de ces personnes sont infra 5. Donc ça pose, et vous imaginez pourquoi les entreprises classiques, qui recherchent toujours des super diplômés aujourd'hui plutôt, tout de suite ça fait un frein, ça fait un blocage. Donc plus on pourra aller loin, plus on pourra espérer faciliter l'intégration dans l'entreprise. Et l'autre élément majeur, et là ça boucle un petit peu avec ma propre expérience, c'est si on peut maintenir et que les enfants côtoient la différence, côtoient le handicap dans les phases à l'école, et bien quand une personne qui aura cette fragilité, cette difficulté qui se présentera peut-être à un recrutement, il n'y aura déjà pas ce frein. Nous, notre plus gros frein, on n'est pas là pour... on peut accompagner des personnes dans l'entreprise, bien sûr, ça fait partie des attentes de l'État avec une entreprise adaptée, mais pour un commercial, déjà, ça va être de présenter l'entreprise et son challenge, moi je lui demande, c'est d'amener la personne chez nous. Parce que sinon, dès qu'on prononce le terme handicap, si la personne, je reviens à mes propos, ne l'a pas connu, ça va un peu se freiner. Tout de suite, ouais, non, mais ça ne va pas être possible, on ne peut pas. Voilà, le blocage. Alors que quand ils visitent l'entreprise, quand ils voient ce qu'on est capable de faire, ils disent, voilà, il n'y a plus de soucis, quoi. On va faire tomber les barrières. Et je pense que là, effectivement, un gros plus, si on a les enfants, ils ne seront pas de cadeaux, mais après c'est fini, ça sera Pierre, Jean, etc. Il n'y aura pas de soucis. Il peut faire ça, il ne peut pas faire ça, mais ce n'est pas un souci. Ils vont être ensemble. Et après,
il n'y aura pas cette différence, ces clivages, on reparle du symbole, des problèmes d'un type de déplacement ou autre, c'est pas ça, quoi. Donc avant tout, ils verront un futur collègue de travail, des gens qui ont des capacités, on a tous des choses, il faut le redire, qu'on peut faire, d'autres moins bien, et c'est tout. Donc je pense que ça va permettre, je pense, d'atténuer ce clivage, ce frein à l'embauche et puis à la sous-traitance auprès de structures qui emploient plus massivement des personnes handicapées. Alors comme toujours, une loi, des fois, elle est généreuse. Je pense qu'effectivement, ça ne sera pas possible pour tous les types de handicap, ça ne sera pas possible pour toutes les personnes, ou de faire tout son parcours en formation classique, mais il faut le faire. Et puis après, effectivement, et ça va être un peu, là, on rentre, c'est la 10e année de cette loi de 2005, donc il va y avoir beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers, beaucoup de bilans. Oui, elle était peut-être très généreuse, là encore aussi dans un État qui a des ressources contraintes. Est-ce qu'on avait les moyens de faire tout ce qu'on s'est inscrit comme plan de marche? Je crois qu'il faudra en faire le bilan, c'est peut-être pas sûr non plus. Merci. Jean-Yves, on a quelques minutes quand même? Bien sûr. Oui, si ces propos, cette présentation suscite des questions, oui, on peut applaudir Daniel Lafranc. Merci. J'ai des questions. Est-ce que Bretagne Atelier appartient au groupe de l'ESAT, établissement et service d'aide par le travail, ou est-ce une entreprise adaptée? Donc effectivement, la loi de 2005 a un peu changé les termes et quand on est un petit peu extérieur entre guillemets à notre monde, on peut avoir confusion. Alors avant la loi de 2005, il y a déjà une première loi sur le handicap, des 75, on avait les ateliers protégés et les CAT, centres d'aide par le travail. Et déjà, il y a eu beaucoup de structures ont milité pour, à l'arrivée de la loi de 2005, changer l'appellation, c'est-à-dire quitter le terme d'atelier protégé pour devenir entreprise adaptée. L'entreprise adaptée est donc une vraie entreprise depuis la loi de 2005. Le SMIC est obligatoire. Une convention collective, en ce qui nous concerne, c'est la métallurgie. On a CE, DP, on fonctionne vraiment comme une véritable entreprise. Et donc l'entreprise adaptée, ex-atelier protégé, accueille des personnes, depuis la loi de 2005, orientées en milieu de travail, donc avec une capacité évaluée. Maintenant, donc, par les maisons départementales du handicap, il y a une structure qui s'appelle la commission départementale d'évaluation des personnes handicapées, et donc qui va prononcer cette orientation vers le milieu ordinaire si la personne a une capacité de travail entre 80 et 30%. Si ce n'est pas le cas, la personne va, si elle peut travailler, être orientée peut-être en ESAT, donc effectivement les établissements de services d'aide par le travail, anciennement CAT, mais là on quitte le monde de l'entreprise, on est dans le système médico-social, les gens sont admis avec une indemnité, ce ne sont plus des salariés. Et donc chez Bretagne Atelier, à l'origine c'était un atelier protégé, c'était vraiment l'axe travail qui a prévalu, c'était l'axe fondateur. Mais malheureusement, au cours des années, on s'est rendu compte que certaines personnes qui étaient toujours dans l'entreprise, avec l'âge, le vieillissement du moins, l'handicap devenait plus lourd, elles ne relevaient plus d'un terme d'efficience de l'entreprise, mais plutôt de l'ESAT. Et en 2000, on a obtenu la création d'un ESAT, donc qui n'était pas très important au sein de Bretagne Atelier, qui nous a permis de conforter notre mission sociale et sociétale, de continuer d'accompagner les personnes vers le travail, mais dans une structure qui était économiquement plus accessible pour Bretagne Atelier et pour les personnes, des activités qui étaient du coup plus simples, plus à leur portée, tout en restant en proximité du collectif, dans les mêmes entreprises, avec leurs anciens collègues, ils ont les mêmes vestiaires, etc., avoir une continuité sociale, parce qu'un autre élément qui vaut pour tous, mais qui vaut beaucoup pour les personnes handicapées, en dehors du travail, elles étaient isolées, et donc le collectif que représente l'entreprise compte beaucoup pour ces personnes. Donc on a fait cet outil pour continuer à le développer. Donc aujourd'hui, majoritairement, c'est l'entreprise adaptée, et on a 2 établissements de services d'aide par le travail, 58 places en Ille-et-Vilaine et 10 places dans les Côtes-d'Armor. Vous voyez, à l'échelle de l'entreprise, c'est tout petit, mais ça compte. Merci.
Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez des cadres parmi les handicapés, ou non, certains handicapés sont cadres? Alors effectivement, une petite précision que je n'ai pas donnée, tout à l'heure j'ai dit qu'on était dans une entreprise adaptée. Pour les non-spécialistes, l'obligation d'État que nous avons pour être entreprise adaptée, c'est d'avoir 80% de personnes reconnues handicapées en production. Alors qu'une entreprise classique qui emploie plus de 20 salariés, ça c'est la loi, doit avoir 6%. Vous voyez l'écart, quoi. Donc nous, effectivement, l'obligation d'emploi, elle est au niveau des personnes en production, mais alors par contre, de l'autre côté, on n'a aucun frein. Il y a des personnes qui sont cadres, il y a des gens en structure, il y a des gens qui ont évolué, qui sont rentrés opérateurs au sein de Bretagne Atelier, qui aujourd'hui sont chefs d'équipe. Il n'y a aucun frein, simplement les compétences qui priment par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Il y a une question, ça arrive. Oui, bonsoir. On sait tous les inquiétudes qu'il y a autour de PSA, et donc finalement la relation très proche que vous avez avec PSA vous amène-t-elle avec les salariés qui doivent également donc entendre toute l'actualité? Est-ce que vous avez des échanges par rapport justement à une réorientation, quand vous disiez justement longévité de Cristal, de toute la réflexion qu'il y a autour? Est-ce qu'il y a une réflexion globale qui est faite avec les collaborateurs? Oui, même bien au-delà, c'est-à-dire qu'on s'est préoccupé, même avant la problématique que nous vivons actuellement, c'était effectivement souhaité par l'entreprise, souhaité aussi par PSA, c'est qu'on se diversifie. C'était une règle d'or, et je dirais même avant que je sois dans l'entreprise se diversifiait, malheureusement, c'est les marchés qui partaient, c'est-à-dire que on a été beaucoup les portes de la délocalisation, on a travaillé pour la téléphonie, on a travaillé pour l'électroménager, etc. PSA est resté. Moi, j'ai un discours aujourd'hui, si Bretagne Atelier est là, si on est au niveau de performance qu'on est là, on le doit à PSA. PSA n'a jamais communiqué sur le fait qu'il donnait beaucoup d'activités au secteur protégé. En 2013, c'était 35 millions d'euros d'achats au secteur protégé, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez une usine, et il y a beaucoup d'usines encore en France du groupe PSA, vous avez une usine ou un service qui accueille des personnes handicapées qui travaillent pour PSA. Donc ça a vraiment été une entreprise, et qui l'est toujours, sociale, qui a maintenu, peut-être au-delà du raisonnable, l'emploi en France, et ça s'est un peu retourné pour elle ces dernières années, mais c'est un point important. Donc nous, effectivement, on a continué de se diversifier, mais en rajoutant un axe, quand on avait construit ça, justement, avec nos outils qu'on avait en commun avec Jean-Michel, on s'est dit on va rajouter un axe et de se dire on va chercher des clients, mais sur la longue route, en étudiant un peu les gènes, justement, qui avaient motivé ce partenariat historique avec PSA, et on s'est appuyé sur une démarche des entreprises, des grandes entreprises RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise, et de se dire on va aller que vers des entreprises qui affichent et qui ont envie de faire un parcours, mais sur la durée et sur ce champ. Et pour les entreprises d'ailleurs, c'est des fois plus facile de parler de responsabilité sociale dans l'entreprise que du handicap. N'empêche qu'ils y ont un intérêt en plus, pour certaines, financier, avec les aides possibles si elles n'ont pas atteint, elles, leur quota d'embauche de personnes handicapées. Et c'est comme ça qu'on a développé le secteur ferroviaire. 0 il y a 5 ans, 25% aujourd'hui du chiffre d'affaires, qu'on démarre avec Airbus, ça c'est plus récent, mais c'est porteur, avec le niveau de marché et l'engagement qu'il est en train de nous donner. On a déjà 2 contrats en direct avec Airbus, on n'imaginait même pas qu'on soit en capacité de prendre un marché en direct avec eux, mais là c'est à travers leur démarche RSE, leur volonté de mettre en avant le secteur protégé. Quand ils ont vu notre outil, ils ont dit nous on vous donne des marchés, vous allez aller chercher une certification complémentaire, on est en train d'obtenir dans les tout prochains jours. Et derrière, il dit on va faire le forcing pour que les équipementiers vous découvrent, et fort de nos contrats, vous pourrez afficher une activité dans le secteur tertiaire. On a tous nos autres clients de proximité, on est beaucoup implantés dans le matériel agricole et autres. Et on s'est dit aussi l'industrie, c'est bien, mais il y a tout un secteur dans lequel on n'est pas présent, c'est tout le secteur tertiaire. Et là, on a démarré l'initiative d'un de nos banquiers à l'époque, qui est maintenant aussi client, Crédit Agricole. On a démarré sur de la reprographie numérique. Et j'en profite, les documents d'ailleurs qui vous ont été remis aujourd'hui ont été réalisés
dans nos ateliers. J'espère que vous en êtes satisfaits. Hein, nous, on aime bien redonner à nos salariés la satisfaction de nos clients, vous m'avez entendu beaucoup en parler. Et puis au-delà de la retrographie, derrière on s'est attaqué à se dire mais il y a tout le secteur bancaire, ce sont des gros employeurs en France, il y a aussi les collectivités, il y a aussi les entreprises, et on a été sur le secteur de la gestion électronique de documents avec tout ce que ça recouvre, la numérisation, donc soit des phases d'archivage, des dossiers RH, les factures, des enquêtes, enfin, peu importe, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, et de là de proposer une offre alternative, parce que certains opérateurs vont traiter un minimum de choses en France, et puis là encore, avec les beaux tuyaux qu'on a, ça part et c'est traité, et c'est affiné, les documents, les indexations, etc. et tout, à l'étranger. Là, on propose une offre socialement responsable, faite en France, avec des personnes handicapées. Pour des gros dossiers, on est capable de s'adosser à d'autres entreprises adaptées avec qui on a noué des partenariats. Là aussi, pour faire des offres, si besoin est, massives, on est capable de mobiliser 600 personnes avec 3 grosses structures qui sont à nos côtés. Donc il n'y a pas de frein à la taille, mais là encore, il faut se faire connaître. Il faut vraiment qu'on ait envie, dans ce pays, de faire des appels d'offres avec des clauses sociales. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire à nos élus, faites de véritables clauses sociales, ne privilégiez pas que le prix. Ça donne de l'emploi en France, l'emploi des personnes en fragilité. Donc PSA, ça reste notre client historique majeur, mais on continue à se diversifier, mais on croit et on accompagne l'usine. On va être partenaire bien sûr sur le nouveau véhicule qui arrive à partir de 2016, et on va encore démontrer avec les collaborateurs de PSA toute l'excellence. C'est l'usine qui a toujours aujourd'hui le meilleur niveau qualité, là aussi, perçu en clientèle au sein du groupe. Pas d'autres questions? Alors, peut-être une information en conclusion. Cette expertise que, depuis pas mal d'années maintenant, Bretagne Atelier développe et démontre dans l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, cette expertise-là, donc, aujourd'hui, depuis quelque temps, vous la mettez à disposition. Vous la vendez, entre guillemets, aux structures, aux personnes qui ont ce genre de préoccupations, qui sont confrontées à ces questions d'accueil et d'accompagnement handicapés dans la vie professionnelle ou dans d'autres contextes. Et cette expertise-là, aujourd'hui, c'est une de vos diversifications. C'est pas fondamental, mais voilà, c'est quelque chose qui est une prestation, une formation que vous mettez à disposition. C'est intéressant à connaître. On a été sollicité avec le film que vous évoquiez tout à l'heure. Certaines entreprises spontanément sont venues nous trouver en disant mais là vous savez faire, nous on a eu des cas d'échec dans l'entreprise, vous savez vous y prendre, venez nous aider. Donc là on a monté pour être référencé organisme de formation un programme, mais c'est souvent un programme à la carte qui passe bien souvent aussi à chaque fois qu'on le peut par des parties en présentiel dans l'entreprise. Et là, on construit effectivement, démystifier les typologies de handicap, comment s'y prendre et travailler en groupe avec les encadrants, futurs encadrants de ces salariés. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, on travaille sur la diversité. On s'aperçoit que là, on va lever d'autres freins et d'autres possibilités d'accueil. Et puis pour celles qui le sentent et qui ont envie d'y aller, c'est Cristal. Là aussi, c'est notre management participatif qu'on peut aider à toucher du doigt et à progresser dans l'entreprise avec cet outil aussi de management. Merci beaucoup, Monsieur Lafranche. Et on va souhaiter un bon anniversaire aux 40 ans de Bretagne Atelier, donc en 2020. Merci.